Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Kimberly Fairman. Je suis très heureuse d'animer ce webinaire dans le cadre de la série Plein Feu d'Excellence en Santé Canada, intitulée Au carrefour du changement climatique et de la santé, exploration de points de vue. Je suis directrice générale de l'Institut pour la recherche sur la santé circumpolaire et membre du Cercle de politique de SC. Je vous parle depuis ma ville natale, à Yellowknife, territoire du Nord-Ouest, qui est le territoire traditionnel de la Première Nation d'Aînés Yellowknife et des Métis North Slave. La série Plein Feu d'HEC consiste en une série de webinaires interactifs qui fait entendre la voix de ceux qui améliorent et innovent dans le secteur de la santé au Canada afin de mettre en lumière des façons de relever les défis les plus pressants dans ce secteur, partout au Canada. Nous savons que le changement climatique est une menace croissante qui a un impact de plus en plus important sur notre santé et les soins de santé s'adaptent à répondre à ces besoins, à relever ces défis, mais représentent également presque 5% des émissions de gaz à effet de serre au Canada. En fait, l'an dernier, le Canada s'est officiellement engagé à créer des systèmes de santé résilients face au changement climatique, durables et à faibles émissions de carbone en vertu du programme de la santé COP26 pour contribuer à relever ces défis. Nous constatons l'intensité et la fréquence croissante de conséquences du changement climatique depuis les feux de forêt en Colombie-Britannique jusqu'aux inondations ici même à la rivière des Foins ce printemps euh, et des inondations également à Winnipeg au Manitoba. Nous entendons de plus en plus parler de ce que l'on appelle l'angoisse écologique parmi les divers aspects physiques et mentaux, les impacts physiques et mentaux du changement climatique sur la santé. En même temps, il y a de nombreuses situations très encourageantes au Canada et ailleurs. Les mesures prises par des communautés, des secteurs, des personnes pour bâtir la résilience et s'adapter au changement climatique par l'innovation. Aujourd'hui, nous nous proposons, dans l'esprit de notre série Plein Feu, de partager et d'apprendre au sujet d'initiatives, d'outils et de points de vue prometteurs. Quelques questions administratives. Tout d'abord, nous sommes très heureux de proposer l'interprétation simultanée en français. Si vous souhaitez entendre la voix de l'interprète, veuillez sélectionner Français sur le menu d'interprétation au bas de votre écran. Nous allons vous inviter ce matin à partager vos questions à l'intention des panélistes dans la fonction de questions de Zoom que vous trouverez également au bas de l'écran. Nous vous invitons à intervenir en tout temps dans la boîte de dialogue, soit en anglais, soit en français, et nous vous encourageons à partager vos ressources et à répondre aux commentaires dans la boîte de dialogue comme vous le souhaitez au fur et à mesure du débat. Cette séance est enregistrée et l'enregistrement sera envoyé à toutes les personnes inscrites d'ici une semaine. Si vous avez besoin de soutien pendant le webinaire, vous pouvez communiquer avec notre soutien technique en utilisant la boîte de clavardage. Pour inaugurer la discussion, je vais donner la parole à chaque panéliste pour se présenter et je vous encourage également à prendre un moment pour vous présenter dans la boîte de dialogue si ce n'est déjà fait. Avant de commencer, je vais demander à l'aînée Paulette d'inaugurer la séance par une prière. On est en train de ni basen de si bana kisi de haskan de kani de si ando shavala de si ni do tiu de si do no skill. Ada betari don si no tai no si no ni no tiu te sa an yana de ha no skill. Ada de no we don't no mana de no de si no si pe cha no si ta然后是的那一些的，啊，当然是建议那个当然也是的，我们的时候还有这样一些的，然后是 thank you。Merci pour cette prière. Donc, nous allons commencer par nos panélistes. Sila Rogan, voudriez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour tout le monde, je m'appelle Sila
Je suis étudiante en médecine en deuxième année à l'Université de la Colombie-Britannique. Je vis, j'étudie, je travaille sur le territoire ancestral et non cédé des nations Salish côtières, Musqueam et Tsleil-Waututh. Je m'intéresse à la santé des communautés rurales et éloignées au Canada en utilisant ou plutôt à la mobilisation des jeunes dans le système de santé, à l'impact des changements climatiques. Je remercie Excellence Santé du Canada de m'avoir invité et toutes les personnes qui participent à ce débat important. Merci, Sila. Docteur Deering, bonjour. Je suis vraiment emballé d'être parmi vous. Euh, je me trouve à Toronto, région qui a été le foyer de nombreuses nations, les Haudenosaunee, les Anishinaabe, les Mississauga du Crédit. C'est pour nous un privilège que de pouvoir y vivre et y travailler. Je suis médecin de famille, je travaille dans les soins de longue durée. Je me préoccupe du changement climatique depuis des décennies, comme beaucoup d'autres personnes, mais il me semblait que je n'avais pas de voix. Je n'avais pas une voix dans mon univers professionnel. Or, cela a changé depuis un an et demi. Je vais vous raconter très rapidement mon parcours. Ma vie personnelle, mon mari et moi avons apporté de nombreux changements conscients. Par exemple, nous allons au travail en vélo, et nous avons des panneaux solaires sur notre maison et nous avons de la chance de pouvoir le faire. Mais au travail, je ne savais pas exactement par où commencer et comment faire entendre ma voix. Il y a un an et demi, à l'automne 2020, on a invité des personnes à se joindre à une communauté de pratique sur le changement climatique dans mon université. J'ai saisi l'occasion. À la première séance, le docteur Kim Woodemith a commencé à parler de l'impact des inhalateurs qu'utilisent les asthmatiques, le Ventolin par exemple, et de leur impact important sur les gaz à effet de serre. Je n'avais jamais entendu parler de cela. 2 semaines plus tard, je parlais à une pharmacienne, je lui ai demandé, elle n'en avait jamais entendu parler non plus. Je me suis dit, si personne n'est au courant, comment pouvons-nous agir? Beaucoup de conversations ont commencé, nous avons commencé à travailler ici dans les foyers de soins de longue durée. Et puis, quelques mois plus tard, au printemps 2021, notre département à l'hôpital a engagé un responsable en responsabilité sociale et je lui ai demandé, la responsabilité sociale inclut-elle le changement climatique? Elle m'a dit oui, bien sûr. Alors, nous avons commencé à avoir d'autres conversations et ça a été un parcours extraordinaire. Nous sommes passés moi-même et 2 pharmaciennes et quelques personnes préoccupées. Nous avons maintenant une communauté de médecins de famille, l'équipe universitaire, les soins actifs, la clinique d'inhalothérapie dans notre hôpital. Nous espérons étendre cela au centre de réadaptation, aux autres unités de soins actifs. Et notre hôpital a pris la question des inhalateurs très au sérieux et en a fait l'une des priorités en matière de qualité pour cette année 2022-2023. Et le jour de la Terre, j'ai été désigné comme l'une des 3 coprésidentes pour notre nouveau groupe de travail sur la durabilité. J'ai vu au moins l'un des autres membres du groupe en ligne. Ça a été un parcours fantastique. Il me reste beaucoup à apprendre, mais je suis très heureuse d'être parmi vous et de m'avoir donné la possibilité de poursuivre cette conversation. Merci beaucoup, Dr. Deering. Maintenant, je vais donner la parole à l'aînée Paulette pour se présenter et nous parler de son travail. Je suis un chef, un leader. Ma vie, mon œuvre, tourne autour de la protection de notre mère, la Terre, des êtres vivants, de la femme aussi,
J'ai voyagé dans de nombreuses régions du monde pour étudier le changement climatique et ce qui se passe, les impacts du changement climatique, surtout sur les peuples autochtones. Je suis professeur adjoint à l'Université de l'Alberta. Mon travail porte sur les droits des peuples autochtones, tout particulièrement les traités. Je suis titulaire de l'Ordre du Canada pour mon action depuis 40 ans. Je suis un ex-alcoolique, je suis sobre depuis 47 ans. J'ai également été pris en charge par les services sociaux. J'ai beaucoup travaillé dans les relations interculturelles. Je, je continue ce travail que j'ai entamé il y a une trentaine d'années. Ma force vient de ma langue. Ma langue, c'est la clé pour comprendre le monde. Ma force, je la tire également de ma spiritualité. J'ai un monde spirituel dans lequel je vis dans la mesure du possible. Je suis également praticien des rites traditionnels. Je m'arrête là. Merci. L'année Paulette, je voudrais rebondir sur une ou deux choses dans votre présentation, Sila. Vous avez parlé des zones rurales. Pourquoi vous intéressez-vous à ce domaine et comment cela est lié au changement climatique et comment vous concevez l'intersection de ces éléments? C'est une très bonne question, Kimberly. Je suis né à Iqaluit, j'ai beaucoup de parenté là-bas. Si vous ne connaissez pas cette communauté, c'est l'une des localités les plus septentrionales au Canada, c'est assez éloigné, mais également c'est une région qui se réchauffe 3 fois plus rapidement que le reste du pays. Comprendre comment le système de santé et le changement climatique a eu un impact sur cette communauté, en fonction de mon expérience personnelle et de celle de mes proches, cela a vraiment éclairé ma décision de me lancer dans ce domaine. L'impact du changement climatique sur les communautés rurales au Canada. Les communautés rurales au Canada ont un lien très, très proche avec la terre et sont une source de savoir quant à l'impact, mais compte tenu de certaines différences en matière de ressources entre les communautés urbaines et rurales au Canada et dans le monde entier, l'impact sera vraisemblablement disproportionné en ce qui concerne le changement climatique, notamment dans le secteur de la santé. Par exemple, en Colombie-Britannique, c'est là où je vis et j'étudie, l'impact des feux de forêt a été très, très marqué pour les communautés rurales, ainsi que des vagues de chaleur. Je crois qu'en utilisant ce savoir, le savoir des communautés rurales, nous pouvons être en mesure non seulement de les aider à s'adapter aux impacts du changement climatique, surtout l'impact sur la santé, mais aussi extrapoler ces changements afin de créer des solutions pour tous. Merci de nous avoir ramenés aux communautés et aux impacts du changement climatique sur leur santé. Docteur Deering, est-ce que vous voyez ce genre d'impact au niveau des patients dans les centres urbains? Et au niveau de la mobilisation, quelles sont les leçons que vous partageriez de votre expérience? Comment motiver les gens pour œuvrer en faveur du changement?
Excellente question. Je travaille avec une population âgée très fragile, les communautés rurales, qui, comme les communautés rurales, comme les populations autochtones, courent un risque plus élevé en raison de l'impact des changements climatiques. Nous faisons très attention, par exemple, lorsqu'il fait chaud dehors, nous faisons en sorte que nos résidents aient un lieu frais où se reposer, veillons à leur hydratation, mais ce n'est pas le cas pour les résidents des foyers de soins de longue durée partout au pays. Donc, ce sont des éléments auxquels il faut songer lorsque nous réfléchissons à la façon dont nous allons aider nos populations vulnérables à s'adapter. Comment allons-nous faire en sorte qu'elles ne sont pas défavorablement affectées? Bon, la chaleur est l'un des éléments les plus évidents, mais comme Sila l'a parlé, il y a les feux de forêt qui se rapprochent de plus en plus des lieux des résidences des gens. Ces impacts sont considérables. Et puis il y a la pollution aérienne et son association avec les maladies non transmissibles. Tout cela, c'est vraiment le cœur de métier du médecin de famille. Nous sommes là pour la prévention, mais comment pouvons-nous collaborer avec nos patients pour prévenir les maladies causées par l'air extérieur, des maladies oculaires, le diabète, les affections pulmonaires et cardiaques? Ce sont des défis de plus en plus présents et nous avons beaucoup de travail à accomplir. J'ai oublié la deuxième partie de votre question. Je songe à certains des éléments que vous avez partagés qui démontrent l'impact massif du changement climatique. Comment pouvons-nous nous assurer que tout le monde est motivé? Bon, j'ai récemment lu un excellent livre qui évoque très bien cette situation, qui s'appelle Saving Us en anglais. Les arguments d'un spécialiste du climat en faveur de l'espoir dans un monde divisé. Elle est canadienne, elle travaille, elle enseigne à une université au Texas. Son ouvrage parle de précisément de la façon de mobiliser les gens dans le cadre de conversations. Elle affirme que tout le monde ne va pas s'entendre sur les problématiques. Il y a certaines personnes qui ne croient pas au changement climatique, mais il faut commencer par des choses que nous avons en commun. Nous nous préoccupons tous de quelque chose, alors commencez par là. Avoir cette conversation au sujet des choses dont nous nous préoccupons tous, quelle que soit la personne avec qui vous avez une conversation. Et puis quand vous trouvez ce point commun, vous pouvez poursuivre la conversation et inviter les gens. Euh, alors elle raconte une histoire sur un moment où elle s'entretenait avec le dirigeant d'une grande compagnie de combustibles fossiles. Elle est spécialiste du climat, scientifique, elle parlait à ce type et elle se disait, mais comment est-ce que je peux avoir une conversation authentique avec cet homme? Alors elle a commencé la conversation en disant, je, je suis reconnaissante pour les combustibles fossiles et je crois que nous pouvons tous dire cela en toute honnêteté, car les combustibles fossiles ont permis le mode de vie que nous avons tous. Cela ne veut pas dire que nous devons euh, les, les conserver pour l'éternité. Et cette entrée en matière a permis d'avoir une conversation utile. Et je pense que c'est cela que nous devons faire. Nous devons avoir des conversations, nous devons parler aux gens. Et c'est cela que j'ai retiré de l'ouvrage. L'une des choses les plus importantes que nous puissions faire, c'est de poursuivre l'entretien, de continuer à faire participer les gens. Merci, Dr. Deering. Aîné Paulette, vous nous avez parlé de vos efforts en vue de faire participer de plus en plus de gens dans la problématique du changement climatique. Quelle est votre expérience quant au progrès que nous accomplissons? Les progrès sont lents. Le changement doit commencer
chez soi, chez chacun d'entre nous. Il y a 35 ans, quand j'ai décidé de revenir dans la brousse, et j'ai décidé de chauffer ma maison avec au bois. Donc, à l'heure actuelle, il semble que les leaders politiques, bon, il y a la droite, il y a la gauche. La droite veut poursuivre l'extraction des combustibles fossiles et les vendre de plus en plus cher. On parle de stocker de l'hydrogène dans le sol, mais beaucoup de gens ne sont pas au courant de cela. Quand je me remémore mon parcours, bon, j'écoute les politiciens, ça me fait mal aux oreilles, car ils ne font que parler, palabrer, tandis que les gens qui travaillent sur le terrain, qui sont affectés par le changement climatique, dans le Nord, c'est très grave. Bon, nous pouvons changer, mais essayez de faire comprendre cela à un politicien. Donc, ce que je vous entends dire à tous, c'est que il s'agit de prendre les gens par l'endroit où ça les affecte. Dr. Deering, pourriez-vous nous parler des patients et de la manière dont on peut les amener à voir le problème? Comment est-ce qu'on peut faire évoluer euh, les systèmes, établir des priorités? Oui, c'est une excellente question. Nous avons besoin de mobiliser nos patients dans cette conversation. En prenant l'exemple des inhalateurs, nos médecins de famille, lorsqu'ils ont eu ces conversations avec leurs patients, en leur disant ce petit gadget que vous utilisez depuis très longtemps a le même impact, un seul inhalateur, le même impact que de parcourir 300 km en voiture. Mais il y a d'autres options. Ces patients sont emballés à l'idée de pouvoir apporter un petit changement qui aura un impact mesurable. Donc, encore une fois, il s'agit d'avoir ces conversations. Mais il y a tant d'autres choses. Je pense que la pandémie nous a enseigné que nous pouvons faire les choses différemment. Donc, toute la question des soins virtuels, le fait que ce soit acceptable d'avoir une visite avec votre médecin sur une plateforme vidéo ou au téléphone, ça pourrait être considéré comme étant des soins de moindre qualité, mais ça pourrait être considéré comme une façon de prendre soin de la terre parce que vous ne vous déplacez pas pour aller voir votre médecin de famille. Je ne veux pas dire qu'il ne faut jamais aller voir votre médecin de famille. Non, non. Euh, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles il faut qu'on ait des conversations face à face, mais simplement le fait d'avoir ces conversations et d'aider, de sensibiliser nos patients quant à l'impact de la prévention des maladies chroniques. Accepter les soins virtuels et la vie active euh, et ainsi de suite, chaque conversation est un pas dans la bonne direction. Oui, j'aime beaucoup cela et j'aime beaucoup l'idée que la sensibilisation, bien souvent, on oublie d'avoir la conversation et on ne se rend pas compte qu'on est sur la même page à bien des égards. Alors, je voudrais prolonger, je voudrais revenir sur cette idée dans un instant, mais il y a des questions qui s'affichent dans la boîte, euh, dans la boîte de questions. Une question que je voudrais poser à l'aîné Paulette.
un de nos auditeurs fait allusion à l'augmentation de la chaleur et le docteur Deering a parlé de sociétés de combustibles fossiles. Donc il s'agit de domaines très préoccupants et ce lien entre la pollution et l'équité. Donc dans les communautés désavantagées, que voyez-vous dans votre communauté et quel est l'impact sur l'équité en matière de santé? Eh bien, il nous faut faire élever, mettre de l'avant nos récits, nos vécus, être donc présent sur notre territoire. Nous avons des camps dans la brousse chaque année pour expliquer ce qui se passe aux poissons. Nous étudions cela. S'il y a des maladies anormales chez les poissons, alors donc les personnes qui vivent sur le territoire doivent faire part de leur récit afin que nous puissions identifier ce que signifie le changement. J'en fais partie. Le savoir traditionnel. Je crois que c'est un élément très important. L'idée que les personnes comprennent non seulement l'impact que cela a sur eux, mais se sentent habilitées à en parler d'une façon avec laquelle ils soient à l'aise. Il faut que tout le monde participe à la conversation. Donc, au-delà de la sensibilisation, il faut que chacun puisse exprimer ce que cela signifie et d'avoir un impact sur la prise de décision future de manière, enfin, dans la manière dont nous gérons les systèmes de santé, dont nous organisons les soins, tout cela. Tout cela, c'est important. Et si nous pouvons voir ce genre d'impact partagé du changement climatique, les solutions existent au niveau de notre propre capacité à prendre des décisions et à fournir les soins d'une certaine façon. Si là, je serais très intéressé de vous entendre rebondir sur les propos de la docteure Deering. Selon elle, la question du changement climatique est de plus en plus apparente dans ses entretiens avec ses collègues. Dans votre travail, quelle est la sensibilisation, le degré de sensibilisation au changement climatique? Et lorsque vous allez entamer votre pratique, comment cela va-t-il se manifester au niveau de vos choix de lieux où travailler et de domaines dans lesquels vous voulez travailler? Je suis heureuse que vous ayez posé cette question. Je crois que ma cohorte d'étudiants en médecine est très, très sensible aux impacts du changement climatique sur notre existence en général, ainsi que les jeunes sont un groupe qui seront affectés de manière disproportionnée par le changement climatique, puisque nous devrons gérer cela dans l'avenir. Je dois vous dire que il me semble que même si le programme d'études médicales va incorporer des aspects de santé climatique, et ça, je m'en félicite, je pense qu'il reste une énorme lacune en ce qui concerne la manière dont on nous apprend à gérer les problèmes climatiques comme la surchauffe et les problèmes chroniques, l'environnement, l'exposition à l'environnement, conséquences de la pollution. Quant à l'impact sur ma pratique dans l'avenir, à l'heure actuelle, je fais tout ce que je peux pour
en apprendre davantage sur le changement climatique au plan de la santé. Est-ce que cela va affecter ma population de patients? Et j'encourage tous les étudiants de médecine qui sont présents ici à faire de même. Mais j'essaye aussi de favoriser l'inclusion de la santé climatique dans notre programme d'études afin que ce ne soit pas quelque chose que nous devrions faire individuellement comme un travail supplémentaire, mais que ce soit intégré dans le cadre de notre système de santé. Merci, Sila. On en revient à l'idée de l'action individuelle, mais de manière collective. Alors, je vais revenir à la fonction de question, la boîte de questions. Paulette. Donc, dans le paradigme traditionnel de la santé et des soins de santé, le changement climatique est considéré comme un ovni. Ça ne relève pas vraiment de ce secteur. Je crois que vous l'avez vu au niveau politique, c'est peut-être un lien que les gens ne sont pas prêts à établir. Comment pouvons-nous, comment nos experts peuvent-ils relever ce défi? Il y a des problèmes de santé mentale qui augmentent, qui s'aggravent. La perte de notre identité, de notre culture, de notre lien spirituel avec le territoire. Il y a une chose, ce sont les gens qui meurent du cancer. Les cancers sont en augmentation à Fort Smith depuis 4 mois. Je crois qu'il y a eu 6 décès attribuables au cancer. Mais d'où ça vient ça? On parle de l'eau, de l'air. Ça existe, mais il y a très peu de données, très peu de recherches qui ont été réalisées. J'ai fait allusion au camp traditionnel. Quand on dissèque les oiseaux migrateurs, ils sont parasités par des vers. Les poissons sont parasités de vers. Donc nous avons davantage de questions, plus de questions que de réponses. On veut se débarrasser des déchets miniers de Fort McMurray dans la rivière. Et quelles conséquences cela va-t-il avoir? Cela va euh, endommager l'environnement. Mais les politiciens ont une addiction, ils ne veulent pas en parler. Mais il y a beaucoup de problèmes. Au niveau de la santé mentale, c'est un problème énorme ici dans le Nord. Il y a aussi la santé respiratoire. Je connais 3 ou 4 personnes qui sont mortes de problèmes respiratoires. Les poumons sont faibles, sont délicats. Donc, il y a toutes sortes d'événements et que nos gens, que nous n'avions pas à gérer, que nous ne connaissions pas il y a 50, 60 ans. Ça m'a fait réfléchir à la nature du défi, comment nous pouvons le trouver dans nos systèmes de santé, pour les administrateurs. Alors, je vais peut-être donner la parole à Sila ou au docteur Deering pour parler pour nous expliquer pourquoi c'est important. Glenn Paulette parle de tous ces impacts au niveau communautaire, que les communautés ressentent, ce sont des questions dont les communautés sentent qu'elles doivent absolument être prises en charge.
bon, l'endémie de Covid et les engagements du COP et l'engagement envers la création de systèmes de santé résilients, comment définissons-nous le défi? Comment devrions-nous présenter cela au système de santé, aux administrateurs de santé? C'est une question très vaste. Je ne considère pas que j'avais une voix, mais en tant que professionnel de la santé, nous devons savoir que nous avons une voix et que nous sommes responsables d'une part appréciable du problème. Andrea McNeil et son groupe en Colombie-Britannique ont publié une étude en 2018 qui tâchait de quantifier l'impact du système de santé. Les auteurs ont conclu que les systèmes de santé au Canada sont responsables de 4,6% des émissions de gaz à effet de serre. Alors, ça, c'est un impact considérable. Cela signifie également que nous avons la possibilité de faire un changement, d'apporter un changement important. Quand on a étudié l'origine de l'impact, on a considéré que c'était essentiellement, outre les inhalateurs, c'était essentiellement attribuable aux achats, les achats des biens que nous utilisons dans les services de santé, les aliments qui sont jetés. Alors, il y a de nombreuses opportunités, de nombreuses possibilités dans le système de santé d'apporter des changements. Alors, comment pouvons-nous porter cela comment pouvons-nous porter cela à la connaissance de gens qui peuvent faire des changements? Il faut qu'il y ait bon, des influenceurs au sommet, les responsables des politiques, les chefs de la direction, les dirigeants, et il faut également qu'il y ait un changement ascendant. On a besoin de gens comme Sila, les étudiants en médecine, les résidents, qui se passionnent pour le changement climatique et son impact, doivent élever la voix et dire, nous n'avons pas suffisamment de cours là-dessus, vous devez changer. Nous avons besoin de médecins de famille, de spécialistes qui élèvent la voix et qui disent, pourquoi devons-nous fournir un sac en plastique aux patients quand ils arrivent avec leur intervention? Pourquoi ne pas dire aux patients, apportez votre sac afin qu'on puisse y mettre vos affaires? Ça, c'était un exemple que mon chef de la direction a donné l'autre jour, à l'occasion d'une causerie à laquelle nous assistions. Donc, il nous faut les deux. On a besoin des responsables de politique, on a besoin du gouvernement, on a besoin d'une réglementation qui impose des changements. Par exemple, dans le cadre du National Health Service au Royaume-Uni, la Colombie-Britannique est en pointe dans bon nombre de ces éléments. Scylla pourra peut-être commenter ce qu'elle voit. Le laboratoire de santé planétaire d'Andrea McNeil qui fait un travail extraordinaire. Donc, nous avons besoin de tous ces éléments pour faire avancer le système de santé. Les systèmes de santé évoluent très lentement, mais nous avons une voie et nous pouvons apporter ces changements. J'apprécie cela beaucoup et cela m'amène à croire ou à me demander, est-ce que d'après vous, l'une des raisons pour lesquelles ces changements n'interviennent pas, c'est que c'est à cause de la crainte. Les systèmes ne veulent pas changer parce qu'ils s'inquiètent des conséquences des changements. Alors, d'après vous, quelle est la solution? Comment est-ce que nous parvenons à susciter le changement? Il y a beaucoup d'inertie, c'est vrai, et puis il y a aussi la question du coût. Quand on bâtit un nouvel immeuble, il y a un énorme coût initial. Tout semble toujours coûter plus qu'on ne s'y attendait. Alors si vous allez bâtir des immeubles net zéro ou résilients au plan climatique, le coût sera beaucoup plus élevé. Est-ce qu'on subit ce coût maintenant ou est-ce qu'on se dit, bon voilà, on va le reporter et on va bâtir ce dont on a besoin maintenant et
on suppose que dans 20 ans, vous allez devoir euh, rénover cet immeuble de manière très coûteuse. C'est un défi parce que les gouvernements sont en fonction pendant 4 ans seulement, donc ils bâtissent leurs plans selon cet horizon. Il y a beaucoup de court-termisme. Et c'est là où nous, les gens, devons prendre la responsabilité de faire valoir constamment ces impératifs et d'entretenir une pression pour faire en sorte que ces changements se produisent maintenant et non pas ultérieurement. Permettez-moi de rebondir là-dessus. Si là, je vous ai vu hocher la tête affirmativement en évoquant des choses que nous pourrions faire différemment dans les systèmes de santé, que pensez-vous des indicateurs de progrès quand vous allez entrer dans le système de santé? Qu'est-ce que vous allez rechercher, surveiller pour voir si un changement est réalisé? Mesurer le succès des mesures que nous prenons pour protéger notre population contre les impacts du changement climatique sur la santé, c'est complexe. C'est une question très intéressante. J'y réfléchis. Je dois vous dire que bon, un excellent indicateur de la réussite d'une société, c'est la mesure dans laquelle elle peut prendre soin de ses populations les plus vulnérables, de fournir des soins de santé de qualité à tous. Avec la pandémie de Covid-19, c'était une crise qui sera peut-être semblable à des crises futures corollaires du changement climatique. J'ai trouvé que cela a démontré à quel point nous sommes adaptables en tant que système de santé. Par exemple, en Colombie-Britannique, les changements en télésanté qui devaient prendre des dizaines d'années sont intervenus du jour au lendemain, ce qui me donne espoir dans la capacité de changer nos systèmes de santé. Mais je crois aussi que cela a révélé des domaines dans lesquels nous devons faire mieux dans les crises futures. Il s'agit de considérer que c'est une opportunité d'apprentissage. Ce sera très important pour l'avenir et pour les crises en santé futures comme celles qui résultent du changement climatique. S'agissant des mesures directes, je crois que en tant que système de santé, nous savons bien recueillir et présenter des informations, mais je crois que lorsque ces informations ne sont pas euh, analysées en fonction de l'impact sur des communautés spécifiques, nous ne pouvons pas prendre des décisions éclairées pour le bien de ces communautés. Donc, quant aux indicateurs, je voudrais avoir un point de vue plus nuancé sur la manière dont nous recueillons ces informations et dont nous les utilisons pour favoriser le changement. Ça, c'est un élément que je voudrais signaler. Chacun d'entre vous a évoqué les données, l'accès aux données. Est-ce que cela représente, représente un point de vue correct? C'est une question énorme et ce serait bien utile d'avoir un plus grand nombre de voix participantes à cette conversation afin de ressentir l'impact du changement climatique et de trouver des façons de soutenir cet impact. Alors, il y a un commentaire dans la période de questions, dans la boîte de questions. L'un de nos auditeurs remercie Lainé Paulette quant à l'intégration de l'éducation à la santé mentale, ce qui était très nécessaire puisque la santé s'applique à toutes les communautés partout et que nous devons être conscients des liens entre la santé et la crise climatique. Je voudrais vous interroger tous trois sur un dernier thème que nous pourrons aborder. Vous avez évoqué les défis, et Paulette, dans la transmission de votre message. Même si vous dites que le changement climatique a un impact sur vous, votre famille, votre communauté, est-ce qu'il y a des éléments qui vous donnent espoir?
Aujourd'hui, le Canada continue de parler de la réconciliation. Ils doivent se regarder eux-mêmes. Pour réconcilier, il faut 2 personnes ou plus. Mais pour les peuples autochtones, il nous manque notre mère, la terre. Si vous voulez aller de l'avant, nous devons apprendre à nous réconcilier. Les bisons ont été exterminés, l'eau que nous polluons, les arbres que nous abattons. Nous spolions notre mère, la terre. Nous devons donc reconnaître nos torts pour la réconciliation. Cela fait partie de la réconciliation. Parfois les gens rient parce que on parle de réconciliation avec les arbres. Ça fait rire les gens. Mais il faut prendre cela au sérieux. Il faut une réconciliation spirituelle, affective, mentale et écologique. Il faut que ce soit une réconciliation équilibrée. Si on omet quelque chose, ce n'est pas équilibré. Voilà mon point de vue. Ça, c'est très, très éloquent d'envisager le travail que nous devons accomplir individuellement. On a parlé de l'impact, mais j'apprécie beaucoup cet apport et les enseignements au sujet de l'idée qu'il y a toutes sortes de domaines dans lesquels nous devons travailler, que ce n'est pas une mesure unique qui va permettre de tout résoudre. Je voudrais également reconnaître l'idée que nous savons quand les choses ne vont pas bien et qu'il convient de tirer les conclusions de cela afin de déterminer comment rétablir notre équilibre. Docteur Deering, voudriez-vous répondre à cela? Est-ce qu'avez-vous des motifs d'espoir? Est-ce qu'il y a des choses qui vous inspirent l'optimisme quant à notre capacité de parvenir au changement? Bien sûr, il y a, bon, on peut se sentir submergé, découragé quand on considère les données. Si vous lisez le rapport du GIEC cette année, ça peut être très décourageant. Donc il faut rechercher des éléments qui vous donnent l'espoir. Il y a de petites choses comme par exemple les chenilles qui étaient sur mon ânette le printemps dernier, et puis à l'avance du sommet COP l'an dernier à Glasgow, le fait que plus de 45 millions de fournisseurs de soins de santé dans le monde ont signé un document réclamant que les soins de santé soient un point de mire dans le changement climatique, l'impact du changement climatique sur la santé. Cela doit alimenter les motivations de changement. 45 millions de fournisseurs de soins de santé dans le monde, ça me donne espoir. Espoir que je ne suis pas seul. Il y a beaucoup de gens passionnés dans ma ville, dans notre pays, dans le monde entier, qui tendent tous vers le même but. Voilà ce qui me donne espoir. Oui, c'est formidable. J'ai cette vision dans laquelle tous et chacun conjuguent leurs actions, conjuguent leurs efforts, afin que nous puissions parvenir à l'objectif que nous nous sommes fixés. Sila, qu'est-ce qui vous inspire l'espoir? Quelles sont les innovations ou les éléments qui vous inspirent l'espoir?
Bon, je vais me faire l'écho de ce que dit le Dr. Deering. Parfois, les statistiques peuvent paraître énormes, impossibles à appréhender, les changements qui vont intervenir sur notre planète depuis 2 ans, mais les relations intergénérationnelles, c'est extraordinaire parce que cela m'a donné beaucoup d'espoir. Beaucoup de mes mentors, que je respecte beaucoup en tant que médecin et en tant que professeur, en tant que professionnel, ont créé beaucoup d'espace pour moi-même et d'autres jeunes pour évoquer nos préoccupations quant au changement climatique et ont pris nos paroles au sérieux et ont fait ce qu'ils ont pu pour aborder ce problème. Alors oui, je crois que c'est merveilleux lorsque des gens de tout milieu peuvent conjuguer leurs efforts afin de gérer un phénomène qui va nous affecter tous. L'interaction humaine, notre capacité de nous entraider m'inspire beaucoup d'espoir. C'est cela qui nous permettra de nous en tirer. Merci beaucoup. Je vais simplement jeter un coup d'œil rapide sur la boîte de dialogue et les périodes de questions. Oui, alors il y a des commentaires, des références. Au niveau des inhalateurs, euh, on cherche actuellement des professionnels de santé qui s'intéressent à ce problème, donc il y a un lien. Et il y a d'autres commentaires. Encore une fois, on remercie Laine et Paulette pour avoir partagé ce point de vue très intégré des initiatives en santé. Tout le monde a très bien su évoquer la nature du défi que nous devons relever avec des exemples très clairs, ce qui nous permet de commencer d'imaginer comment chacun peut avoir un impact. Vous avez évoqué à différents égards les questions qui doivent nous guider, tandis que nous colletons avec le défi du changement climatique dans les soins de santé. Nous avons quelques bonnes idées quant aux prochaines mesures à prendre et aux moyens que nous pourrions utiliser pour aborder le problème. Les actions individuelles, c'est passionnant, mais c'est le volet humain et les relations, l'idée d'être en mesure de nous faire confiance les uns les autres et de travailler ensemble, c'est l'un des, l'un des principaux moyens que vous avez déjà évoqués de s'attaquer au changement climatique. Je vous remercie beaucoup pour cette discussion excellente. Si nous avions 1 heure de plus, nous pourrions prolonger euh, cet entretien, mais j'espère que les participants ont trouvé cette session informative. Il y aura, comme je l'ai dit tout à l'heure, un suivi qui accompagnera l'enregistrement du webinaire et nous souhaitons votre rétroaction. Cela nous est toujours très utile pour la planification de webinaires futurs. Je vous demanderai de prendre quelques instants pour nous offrir une rétroaction sur euh, la séance d'aujourd'hui. 2 questionnaires s'afficheront sur votre écran. Je voudrais également remercier nos panélistes, l'aîné François Paulette, Celia Hogan et le Dr. Susan Deering pour leur contribution aujourd'hui et bien entendu les membres de notre auditoire d'avoir été des nôtres. Je vais demander à l'aîné Paulette de conclure notre session avec une prière. Avant de conclure, dans ma langue, Siva signifie je remercie le Créateur de nous guider dans les pas de ceux qui nous ont précédés afin de continuer d'avancer
afin que les épreuves nous soient épargnées, attribuables au changement climatique et à tout ce qui affecte notre Terre. Je demande au Créateur de répandre ses bienfaits tandis que nous avançons, afin que nous puissions renouer avec notre spiritualité en vue de protéger nos relations avec l'eau, l'air, les plantes, les médecines, tout ce qui entretient la vie depuis des milliers d'années. Et je demande au Créateur de continuer de nous guider dans la voie de la réconciliation, non seulement entre humains, mais aussi avec notre mère, la Terre. En esprit, en cœur, merci pour votre participation. Merci, Paulette, et merci encore à nos participants, à nos panélistes. Je remercie ESC d'avoir accueilli ce webinaire, de nous donner la possibilité d'explorer ces questions et de confronter quelques points de vue. Je vous rappelle que les deux questionnaires deux questions vont s'afficher à l'écran et nous vous remercions d'avance de nous faire bénéficier de vos réponses. Alors nous pouvons conclure la séance. Merci à tous pour votre participation.